s'en sortira. Non, mais ça ira. Si vous avez des questions spécifiques, que ce soit des problématiques que vous avez en interne par rapport au service client, des choses qui vous intéresseraient en particulier, des retours d'expérience, que ce soit des 3 marques qu'on a ici ou de moi-même qui ai plus de 4 ans d'expérience maintenant chez Gorgias, donc j'ai vu pas mal de choses passer. N'hésitez vraiment pas soit à nous couper, soit à intervenir. Si vous avez déjà des questions, à lever la main, comme ça on peut s'assurer d'y répondre pendant la session. Mais l'objectif, c'est vraiment que vous ayez le plus de valeur possible aujourd'hui, donc n'hésitez vraiment pas à ce niveau-là. Ceci étant dit, je vous propose que vous vous présentiez très rapidement, nous en dire un petit peu plus sur qui vous êtes, ce que vous faites, la marque chez qui vous travaillez et pourquoi pas aussi qu'est-ce que représente le service client pour vous, pour la marque chez qui vous travaillez. Comme ça, on a un petit peu une compréhension de qui j'ai la chance de partager ce panel aujourd'hui. Oui, du coup, moi, c'est Alicia. Je travaille chez Easy Close depuis 8 mois maintenant. Je suis responsable de l'e-commerce, pas du tout du service client. Et donc, en gros, mon job consiste vraiment à gérer le site internet, autant pour l'amélioration pour la cliente finale que des processus en interne pour les équipes, que ce soit logistique, service client, etc. Chez Easy Close, on a vraiment un peu une vision commune, je pense, du service client. Chez nous, c'est vraiment une expérience humaine avant tout. Ça veut dire, chez Easy Close, on a 4 personnes à temps plein qui travaillent en interne. En fait, le service client est complètement internalisé chez Easy Close. Elles sont disponibles 7 jours sur 7 en horaire décalé pour couvrir une plage horaire qui va de 7h à 22h. Mais voilà, je ne vais pas vous expliquer tout. On va avoir l'occasion de revenir un peu plus en détail. Mais donc, ouais, je dirais que vraiment, chez Easy Close, c'est l'humain au centre de tous nos échanges, que ce soit en interne, externe. Voilà. Tu voulais... Non. Oui, ok. Alors, bonjour à tous, pour celles que j'ai pas ou ceux que je n'ai pas encore vus. Moi, je suis Camille. J'ai 32 ans et je travaille chez Isée maintenant depuis un peu plus de 3 ans. J'ai cette chance-là. Je ne sais pas si vous connaissez Isée, peut-être que oui, peut-être que non. Je me permets rapidement de vous faire une petite story autour de la marque. Pardonnez-moi si je me répète. Donc vous l'avez deviné, c'est une marque de lingerie créée en 2012 par Clara Blockman. C'est une marque qui est née sur le digital et qui est ensuite devenue omnicanal. Aujourd'hui, chez Isée, on a une conviction très forte, c'est celle du corps à cœur. Ce qui est hyper important chez nous, c'est que on n'est que des femmes. C'est pensé par des femmes, pour des femmes, et on a ce grand bonheur de pouvoir s'adresser à toutes les morphologies en fait, des femmes. Là, on parle de lingerie, donc allant du bonnet AA au bonnet E, et on espère aller encore plus loin prochainement. Donc, on crée de la lingerie, des maillots de bain et récemment aussi du prêt-à-porter pour vraiment offrir un vestiaire complet à toutes les femmes. Et on accorde une très forte attention au bien, au beau, au juste, avec un sourcing qui soit le plus proche possible en Europe, des matières de qualité, avec de la dentelle de Calais par exemple, pour la lingerie, un prix juste. Et voilà, on parlait un peu d'engagement RSE, on en a des forts, puisqu'on est très fiers d'avoir été certifié B Corp en fin d'année dernière. Et voilà, on travaille avec des matières européennes, comme je vous le disais, des ateliers proches qui sont audités, et voilà, des engagements aussi tout au long de l'année auprès des femmes, que ce soit à travers nos collections ou des engagements en interne auprès d'associations, par exemple. Donc voilà, Isée, une lingerie libre. J'espère que ça vous parle en tout cas. Je suis convaincu, je crois que je vais acheter. Et du coup, Alicia, elle parlait de l'humain qui est au centre vraiment de leurs préoccupations. Chez Easy Close, vous, votre vision un petit peu du service client ou toi personnellement Alors, chez Isée. Oui, chez Isée. Non, mais je dis qu'Alicia parlait, elle, que l'humain était au centre de leurs préoccupations chez Easy Close, mais du coup, chez Isée. Juste après, où effectivement, je me permets de. Ah ben, c'était un peu plus tard, mais du coup, je peux le mettre peut-être. Vous donner un peu les grandes lignes du service client.
où effectivement, c'est peut-être pas là du coup que je dois le dire, pardon. Non, mais tu peux peut-être dire juste en quelques lignes, toi, ta vision du service Je suis partie, client, là, et c'est bon. on repartira sur les détails tout Oui. à l'heure. Alors. Eh bien, effectivement, pardonnez-moi, effectivement, l'humain est au cœur des enjeux. Nous, au service client, c'est clair, on en parlera plus en détail tout à l'heure. C'est la personnalisation de nos échanges avec les clientes, l'humanisation qui est hyper importante chez nous, au sein de l'équipe, et où effectivement, elles sont clairement au cœur de la stratégie de la marque. Voilà. Et Romance, du coup? Bonjour tout le monde, donc oui, moi c'est Romance, donc je suis au service client de With The New. C'est un revendeur essentiellement de sneakers et puis un peu plus de streetwear récemment. Et donc voilà, ça fait 5 ans que je gère le service client de cet acteur e-commerce, cette plateforme. Nous, on a un gros challenge au service client, bien sûr l'humain grâce à la personnalisation des échanges. Mais le gros point, c'est nos délais qui varient énormément vu qu'on doit sourcer les produits, on vend des produits qu'on n'a pas forcément en stock. Donc on a des délais qui varient pas mal d'un client à l'autre. Parce que nous, on a des clients aussi hommes, un peu plus mixte notre clientèle. Mais du coup, voilà, le numéro 1 contact chez nous, c'est de clients, c'est où est ma commande, où en est. Voilà, ouais, mais plus que jamais chez With The New, malheureusement. Donc voilà, ça c'est notre challenge. On utilise bien sûr Gorgias. J'ai noté quelques petits, oui, voilà, les défis. Donc la réactivité, bien sûr, on a toujours eu un délai de moins de 24 heures en moyenne. Et un besoin de transparence, du coup, comme je le disais, vu qu'on source, on cherche le produit, on le trouve, on le fait venir dans nos locaux, on l'authentifie et on l'envoie. Ça fait pas mal d'étapes. Donc ça nécessite pas mal de contacts avec les clients pour expliquer de manière la plus transparente possible chaque étape aux clients. Et donc voilà, après moi, pour tout ce qui est chiffres que j'adore regarder, c'est surtout la note Trustpilot. Après le taux de contact, bien sûr, qu'on essaye toutes de baisser. Et la satisfaction client, les délais de livraison à faire baisser, parce que bien sûr, on travaille beaucoup main dans la main avec le e-commerce, mais les pôles opérationnels qui sont la logistique, et nous, le pôle achat qui est très important aussi pour trouver les produits. Ok, super. Bon, bah, parfait. Comme ça, on a un petit peu une bonne vision de tout le monde sur le panel. Manque plus que moi. Mais du coup, moi, je m'occupe des partenariats chez Gorgias. L'objectif n'est pas de vous faire un pitch sur Gorgias. Qui ne connaît pas ou pas bien Gorgias dans la salle? On n'a que le caméraman, donc visiblement, vous situez un petit peu, on est pas mal. Mais très rapidement, c'est la solution de gestion du service client numéro 1 pour l'e-commerce, notamment grâce aux intégrations les plus complètes avec Shopify, BigCommerce, Magento, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre aux marques de proposer une expérience client personnalisée. Vous avez parlé de ça, on pourra y revenir. Et de transformer le service client, au final, en centre de revenus. Pas besoin de vous dire que Gorgias permet de centraliser les canaux de communication, les données de différents outils que vous allez pouvoir utiliser, qu'on a un chat, un help center, vous connaissez sûrement déjà. Une chose que pas mal de personnes ne savent pas, c'est qu'on peut s'intégrer avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, notamment les commentaires et les commentaires des ads avec Gorgias. Je me permets de le mentionner. Et un gros sujet qu'on pousse pas mal, c'est le AI Agent, où on en parlera ensemble, mais l'automatisation et l'utilisation de l'IA conversationnelle, c'est un vrai sujet pour les e-commerçants en ce moment, et c'est quelque chose que nous, on pousse pas mal et on essaye d'évangéliser les cas d'usage à ce niveau-là, donc on pourra en parler. Un exemple de à quoi ressemble Gorgias côté marque, donc à gauche, on a vraiment toutes les demandes qu'on va pouvoir identifier, prioriser. À droite, toutes les informations des clients qui nous contactent et toutes les informations qu'on récupère, que ce soit de Shopify ou d'autres outils, on va pouvoir les utiliser automatiquement ou faire du copier-coller, mais on a tout au même endroit dans Gorgias. Donc typiquement, là, on a l'exemple d'une macro, donc une template de réponse pour répondre à où est ma commande. Et en fait, on peut répondre en 2 clics de façon personnalisée et c'est un des cas d'usage de Gorgias. On peut passer ça. Des exemples de clients qu'on a en France, pour vous donner un ordre d'idée. On a Isée qui est là parmi nous. Je crois qu'il y a Oh My Cream dans la salle, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée des types de clients avec qui on travaille. Mais
rentrons dans le vif du sujet, juste pour donner un petit peu de contexte sur l'importance de l'expérience client, surtout pour des personnes qui gèrent l'équipe e-commerce ou qui sont plus sur la partie marketing. C'est souvent un sujet qui est un petit peu mal compris ou sous-coté, alors que ça peut avoir un impact énorme sur, au final, les revenus. Donc, je voulais juste partager quelques statistiques pour un peu illustrer aussi la vision du service client qu'ont partagé les 3 speakers du panel. Et ensuite, on va creuser un petit peu le sujet service client. Si vous avez des questions, dans 2 minutes, ça sera le moment. Mais je voulais juste commencer par quelques faits statistiques. Premièrement, 86% des consommateurs sont prêts à payer plus pour une bonne expérience client. C'est-à-dire que si j'achète chez une marque et que je sais que quand je les contacte, ils vont répondre assez rapidement, ils vont trouver une solution à mon problème et ils ne vont pas me faire poireauter pendant 3 jours avant de répondre une réponse pas personnalisée, je suis prêt à payer plus pour une marque où je sais que quand j'ai besoin d'eux, ils vont être là pour moi. On voit aussi que le temps de réponse est très important et que le taux de conversion peut augmenter jusqu'à 400% quand on répond en moins de 5 minutes. Je ne dis pas qu'il faut répondre en moins de 5 minutes, mais si vous avez un chat sur votre site et que vous êtes en capacité de répondre en moins de 5 minutes, il y a de très fortes chances que ça vous aide à augmenter les conversions. Et ensuite, 32% des consommateurs arrêtent d'acheter chez une marque après seulement une mauvaise expérience. Donc, certes, c'est important d'avoir une bonne expérience client, mais c'est surtout très important de ne pas avoir de mauvaise expérience client. Je ne sais pas si vous avez des exemples par rapport à ça ou si vous êtes d'accord, mais ce chiffre montre à 92%. C'est-à-dire que si un consommateur a 2 expériences négatives avec une marque, il y a 92% de chances qu'ils n'achètent plus jamais chez vous. Donc juste pour souligner un petit peu l'importance d'un bon service client. Et 88% des consommateurs estiment que c'est aussi important que le produit ou service qu'ils achètent, l'expérience client. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est important et peut-être même plus important que ce que vous pensez. Et juste pour illustrer ça, ça c'est un petit peu des données exclusives de Gorgias qu'on a compilées chez nos clients. On voit qu'il y a un taux de corrélation directe entre le taux d'automatisation du service client et le revenu généré par le service client. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout automatiser en service client, mais il y a une corrélation directe. Typiquement, on parlait des questions « Où est ma commande ?» qui sont les questions les plus communes chez With The New. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi ou il y a d'autres sujets. En tout cas, en moyenne, c'est 24% des demandes des clients Gorgias. Si on peut automatiser une partie de ces demandes-là, on va permettre à l'équipe service client d'économiser beaucoup plus de temps, de prioriser les conversations qui peuvent se transformer en conversion, les questions avant-vente. Et donc, du coup, le temps gagné avec l'automatisation va permettre de se focus sur les conversations qui peuvent résulter en vente. Donc, taux de corrélation directe entre l'automatisation des services clients et les ventes. Ça, je pourrais vous envoyer les infos, mais en gros, chez nos clients qui utilisent l'automatisation chez Gorgias, on voit qu'il y a une augmentation en moyenne de 36% du taux de réachat. Et un client qui rachète dépense 68% de plus qu'un premier client de façon générale. Et en plus de ça, l'automatisation permet de réduire le temps de première réponse, le temps de résolution. Et ça va être important parce que le critère le plus important pour une bonne expérience client selon les consommateurs, c'est le temps de réponse. Donc s'il y a une chose en tant que marque que vous pouvez améliorer pour améliorer l'expérience client, ça va être le temps de réponse et répondre plus rapidement. Ça ne veut pas dire répondre rapidement à toutes les demandes, mais peut-être se dire qu'il y a certains types de demandes par exemple de clients existants, demandes avant-vente, des vrais gros problèmes. On va peut-être essayer de les prioriser et d'y répondre plus rapidement pour augmenter la satisfaction client. Pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a aussi une corrélation directe entre la satisfaction client et le taux de réachat. Donc, par exemple, ça, c'est des données des clients Gorgias, où en moyenne, les clients qui ont un CSAT de 4 sur 5, c'est-à-dire que les marques pour lesquelles leurs clients leur donnent 4 sur 5 au service client, ils ont un taux de réachat de 32% sur 180 jours. Donc, il y a 32% de leurs clients qui rachètent sous 180 jours. À savoir qu'on a beaucoup de clients qui sont dans la fashion, dans la cosmétique, donc il y a de l'achat récurrent. Mais le taux de réachat pour les marques qui ont un CSAT de 5 sur 5 passe de 32 à 46%. Ça, c'est une augmentation de 42%. Donc, ça montre que si vous répondez plus rapidement, vous augmentez la satisfaction client. Vous allez du coup augmenter le taux de clients qui rachètent. Et il y a aussi une autre corrélation, c'est entre le taux de réachat et le revenu généré par les marques. Donc, par exemple, je vous disais que si on augmente la CSAT de 4 à 5, on augmente de 42% le taux de réachat.
Si j'augmente de 42% le taux de repeat customers, comme on voit ici en bas, ça nous fait augmenter à peu près de 14% le revenu. Alors, ce n'est pas une science exacte, mais tout ça pour vous dire que si vous arrivez à automatiser un peu plus une partie du service client quand ça a du sens, sans pour autant pour sacrifier l'expérience client et la partie personnalisation et humaine, et ça on pourra en parler, que vous arrivez à avoir un taux de réponse plus rapide, vous allez avoir une meilleure satisfaction client, vous allez avoir plus de clients récurrents. Les clients récurrents dépensent en moyenne bien plus que les clients qui achètent qu'une seule fois et derrière vont faire la promotion de la marque, vont être des ambassadeurs et donc vont vous permettre de générer plus d'argent et au final plus de revenus. Donc, tout ça pour dire que le service client peut être une source de revenus. Voilà, en espérant que vous êtes convaincus. J'ai d'ailleurs écrit un email où je partage tout ça avec les sources et pas mal de chiffres. On me l'a souvent demandé, donc si ça vous intéresse, venez me voir à la fin et je vous le transfère. Ça me prend 2 minutes si ça peut vous intéresser. Ceci étant dit, passons un petit peu aux questions. Déjà, est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport au service client, des problématiques que vous avez ou quelque chose qui vous intéresserait de savoir? Pas tout en même temps. Ok, bon, ça viendra sûrement avec les questions qu'on posera au fur et à mesure. Mais du coup, je voulais commencer par vous demander un petit peu, vous parlez de l'aspect personnalisation et l'humain qui est important. Comment vous faites en sorte de toujours garder un service client personnalisé, malgré le fait que vous ayez quand même un gros volume de demandes, parfois une équipe réduite? Est-ce que c'est en recrutant plus de personnes? Est-ce que c'est en ayant des process en place, des outils? Enfin, comment est-ce que vous arrivez à garder un bon service client personnalisé malgré le volume? Chez EasyClose, évidemment, comme je l'ai expliqué, on a 4 personnes temps plein en interne de l'entreprise. Du coup, ça nous permet évidemment de traiter chaque demande individuellement avec une véritable personne qui regarde toutes les infos dont elle a besoin. Évidemment, Gorgias nous aide beaucoup avec les données qui sont centralisées, tous les messages sur la même plateforme. Ça permet de réduire le temps d'ouvrir 5 plateformes différentes pour trouver l'information juste qu'on cherche. Évidemment, on utilise aussi des messages préécrits tout en gardant un maximum de personnalisation avec le nom de la cliente, les informations nécessaires. Mais c'est vrai que chez EasyClose, on est vraiment dans cette pratique de c'est chaque fois traité individuellement et complet par une seule et même personne qui va vraiment répondre aux questionnements de la cliente d'elle-même, quoi. Oui, nous c'est pareil. Je pense que c'est un petit peu différent au niveau recrutement parce que nous, on a connu un gros pic avant l'IA. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA, on peut éviter un petit peu ce surrecrutement pour pallier un gros boom, justement grâce aux macros éventuels, à la personnalisation. Mais dans une certaine mesure, le recrutement, il est quand même indispensable, je pense. Et après, il y a aussi aujourd'hui la personnalisation qui est possible encore plus loin grâce à l'IA. Je pense qu'on en parlera tous ensemble, même parce que ça nous concerne tous en e-commerce. Mais c'est quelque chose pour moi qui est inévitable aujourd'hui pour aller plus loin que juste donner le prénom du client en début de mail, quoi. Moi, je pense chez Isée, notre force déjà, c'est notre équipe service client. Parce qu'elle est solide, elle est mature et j'ai eu la chance de pouvoir la recruter aussi et de pouvoir être accompagnée de personnes qui soient formées, sensibles à l'expérience client, sensibles à la clientèle tout simplement. Je pense qu'il faut aimer tisser du lien. Ça, je pense que c'est une première force chez Isée, de pouvoir, comme je disais, c'est vrai que des fois, on en parlait tout à l'heure, il y a du turnover, ça peut être un peu comme le retail où ça tourne beaucoup. Nous, on a cette force-là chez Isée de ne pas avoir de turnover. On a la même équipe depuis un peu plus de 2 ans maintenant et ça, c'est clé. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Ensuite, évidemment, je pense que c'est d'utiliser des outils qui puissent, s'adapter à nous, notre vision. Aujourd'hui, on va en parler toutes, c'est clairement la personnalisation qui est au cœur des enjeux. C'est la sincérité aussi qui est hyper importante et la réactivité. Les gens, et on le sait tous, on a envie effectivement d'avoir
une réponse rapide, mais on ne veut pas, je pense, une réponse d'un robot. On a besoin derrière qu'il y ait de l'humain, tout simplement. Et aujourd'hui, Gorgias, nous, on l'utilise beaucoup dans ce sens parce que ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'on peut vraiment le personnaliser en déclinant beaucoup de vues, que ce soit sur... je crois que j'avais mis un petit... Ouais, voilà. Nous, on s'est amusé, j'ai mis un petit screen sur mettre plusieurs vues en fonction des délais, en fonction des canaux. On parlait des réseaux sociaux. Nous, on l'a aussi complètement intégré dans Gorgias parce qu'on est très regardante sur ce canal-là, bien évidemment, puisque c'est la vitrine aussi de la marque. Chaque personne a sa vue. Enfin, voilà, on peut vraiment la personnaliser en fonction des ambitions du service client, mais aussi de la manière dont travaille l'équipe, en fait, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Ce qui est aussi intéressant récemment, ces dernières années, on a aussi pu mettre en place des raisons de contact ultra précises. Pareil, on a tout un bloc, il n'y a pas tout là, mais de vraiment identifier tous les cas les plus précis possibles pour taguer les tickets et ensuite pouvoir voir facilement les sujets dont on parle, les sujets qui fonctionnent moins bien et rapporter auprès des pôles différents. Un autre exemple aussi, t'en parlais tout à l'heure, on a automatisé le chat sur des questions très précises, qui sont des sujets que j'aime bien dire FAQ. On le disait, où est ma livraison, comment je fais mon retour, est-ce que je peux annuler ma commande, des sujets un peu bateaux si je puis dire, qui du coup permettent à l'équipe de vraiment se focaliser sur les sujets où elles ont clairement de la valeur, où elles accompagnent la cliente. Notamment nous sur nos produits où c'est de la lingerie, où on est un peu aussi dans l'intime des femmes, les tailles, le corps, etc. Et où elles peuvent prendre le temps, c'est hyper important, d'échanger avec elles. Et puis aussi, je me permets de dire aussi, nous on a quelque chose qui est hyper important à mes yeux, c'est le téléphone. Je sais que ça en embête beaucoup, mais maintenant je crois que c'est acquis. C'est un vrai sujet le téléphone en e-commerce. C'est un vrai sujet en vrai. Mais en tout cas, chez Isée, il est hyper important parce qu'en fait, ça permet de... nous, on est vraiment dans ce truc on veut tisser du lien avec les clientes. Le service client, aujourd'hui, on se rend compte, c'est automatisé, c'est un peu robot, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Et le téléphone, clairement, il y a un humain derrière. On parle, on discute, il y a un ton de voix. Et c'est surtout, en fait, au-delà de ça, oui, il y a un côté sympathique, mais au-delà de ça, on résout rapidement, en fait, les sujets. En fait, ils sont clôturés, on raccroche le téléphone, on fait l'action qu'on a à faire, et puis on n'en parle plus, quoi. Et tout le monde est content, et ça se passe... moi, je trouve que ça passe toujours très bien. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone. Mais effectivement, ça peut demander du temps aux personnes aussi dans l'équipe, mais en tout cas, nous, chez Isée, ça fait partie de la stratégie, c'est de prendre le temps avec les clientes au téléphone. Voilà. Donc tout ça fait que ça donne une petite recette un peu importante en tout cas pour soigner nos échanges, encore une fois. Les clientes, elles sont au cœur de notre stratégie cliente, bien évidemment. Et effectivement, on se sert de tous ces outils. Il y a une part un peu d'automatisation, bien sûr, pour laisser le champ libre à des actions un peu plus... Pas plus forte valeur ajoutée. Voilà. Ouais. Enfin, je veux bien Mais effectivement, ça c'est un vrai sujet. C'est comment est-ce qu'on peut automatiser les demandes très redondantes, à très faible valeur ajoutée, ou même c'est pas forcément plaisant en tant que client d'une marque de devoir les contacter pour savoir où est ma commande parce qu'il n'y a pas de... Bon, en général, on reçoit quand même un email avec les informations de tracking, etc. Mais bon, c'est toujours un problème pour les clients de retrouver ça, visiblement. Mais c'est toujours frustrant de se dire, en fait, je n'ai pas la possibilité de traquer ma commande par moi-même. Je vais sur le site. Bon, là, par exemple, on voit qu'il y a la possibilité de suivre et gérer ses commandes. Donc, les clients peuvent aller par eux-mêmes suivre leurs commandes. Typiquement, d'avoir cette option-là, ça leur permet de ne pas avoir besoin à contacter le service client. Mais vous faites les choses bien, vous avez un chat, vous avez l'option self-service. Beaucoup de marques ne l'ont pas. Et quand bien même on doit devoir envoyer un email à la marque pour savoir où est sa commande, si on a une réponse dans la journée, en France en tout cas, on est assez content. Mais c'est frustrant en tant que client. Alors que d'avoir une option en self-service ou d'avoir en tout cas une réponse rapide à ces questions avec par exemple où se trouve ma commande ici, où je clique, j'imagine que je reçois mes informations ou comment la traquer. Non seulement ça vous permet de ne pas avoir à gérer ces demandes-là, mais c'est aussi une meilleure expérience client que de devoir vous contacter par rapport à cette question-là, quoi. Donc au final, c'est gagnant
pour tout le monde et ça vous permet justement de vous focus sur les conversations où un client a vraiment besoin de vous, vous pouvez tisser une relation avec, les conseiller parce que c'est une demande avant-vente ou des questions un peu intimes ou des questions de sizing pour vous. With the New, je ne sais pas, c'est des questions peut-être de coloris, de sizing, etc. Mais de passer du temps à conseiller les personnes avant achat dans une optique de conversion derrière, quoi. Ouais, nous, on n'a malheureusement pas le tracking disponible, vu que c'est vraiment les étapes avant l'envoi qui sont nombreuses. Et du coup, on a moins de contacts pré-achat, mais on constate que du coup, c'est du pré-achat pour l'achat suivant peut-être. Ah mince, ça ne marche pas ? Non, peut-être. Ah, ok, pardon. Mais oui, voilà, on essaye d'augmenter d'augmenter le taux de réachat parce qu'effectivement, les conseils clients, ils sont moins, ils viennent moins vers nous avant achat en fait. Ils viennent vraiment après. Et c'est quelque chose sur lequel on voudrait travailler justement parce que l'instantanéité du chat nous permettrait. Et du coup, on a vu ici un petit peu, Isée, vous avez mis en place sur la gauche des vues. Donc des vues, ça permet vraiment d'identifier et prioriser les types de demandes. On voit que vous avez mis le chat, on permet de suivre sa commande. On a ce qu'on appelle les flows où je clique, je vois ma réponse derrière. De façon générale, qu'est-ce que vous avez mis en place en service client ces dernières années pour vous permettre soit de mieux répondre, soit de mieux personnaliser les demandes, soit de répondre plus rapidement. Enfin, concrètement, au-delà de mettre en place Gorgias, qu'est-ce que vous avez mis en place pour améliorer l'expérience client et aussi, je pense, l'expérience de votre équipe service client? Parce que comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément un job très simple. Il y a pas mal de questions qui sont redondantes et de répondre à où est ma commande toute la journée, ça n'intéresse personne. D'où l'intérêt peut-être d'automatiser une partie des demandes et se focus sur la relation avec les clients. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place sur le service client ces dernières années? Et s'il y a des résultats ou si ça a fonctionné? Alors, chez EasyClose, il faut savoir qu'on a commencé en 2014, comme Florence vous l'a si bien dit, avec en fait un service client qui a toujours été au cœur de la stratégie. C'est toujours été vraiment un pilier de l'entreprise, que ce soit au début avec 3 employés ou maintenant avec 40. Au début, on était sur une boîte mail, donc on passait tout sur la boîte mail Mac. Autant vous dire que c'est pas très pratique. Il fallait rallumer les ordinateurs 3 jours avant que quelqu'un revienne de vacances pour que tout charge correctement. Enfin, c'était vraiment un peu la galère. Et puis, évidemment, rien n'était trié. Tous les mails atterrissaient dans la même boîte mail au début. Puis, ils sont quand même passés à quelque chose où il y avait des adresses mail pour un peu chaque problème, j'ai envie de dire. Et puis, finalement, on s'est bien rendu compte qu'à long terme, ça n'allait pas tenir. Et donc, avec ce changement de PrestaShop à Shopify, on a eu la chance, par W3 Lead, de rencontrer Gorgias, mais aussi notre filiale aux États-Unis qui utilisait Gorgias déjà avant. Voilà, ça nous a vraiment convaincus. Ce qu'on a mis en place, évidemment, c'est les vues. On ne trie pas vraiment, nous, par personne. C'est vrai qu'on assigne rarement des tickets à certaines personnes. C'est vraiment un peu, elles sont expertes un peu dans tout. À savoir qu'on travaille en open space chez EasyClose. C'est vraiment un peu notre force aussi. C'est le fait qu'on soit, toutes les équipes sont tout le temps en contact avec tout le monde, peu importe le problème, tout le monde est au courant, peu importe la formation qui doit passer d'équipe en équipe, c'est immédiat en fait. On ne doit pas avoir des tonnes de réunions. C'est vraiment l'information, elle passe au travers du bureau et ça marche bien comme ça. Par exemple, franchement, moi, dans mon métier de tous les jours et ce que je fais au sein d'EasyClose, bien souvent, s'il y a un bug sur le site, on le sait dans la seconde par les clientes qui sont ultra réactives aussi à ce niveau-là chez EasyClose. Et donc, on peut se permettre de mettre des choses en place plus rapidement, d'être plus vite au courant de ce qui se passe. Évidemment, on a les messages préécrits aussi qui permettent au SAV de répondre plus facilement aux réponses aux questions du genre où est ma commande. Mais c'est vrai que nous, on répond quand même individuellement à ce genre de questions. On n'a pas du tout de petits boutons et puis hop, on est dirigé vers une page. C'est vraiment une réponse personnalisée pour chaque cliente. Maintenant, on a depuis quelques semaines, mois, on a mis en place le chat en ligne aussi, ce qui permet
voilà, les questions un peu plus faciles, qui prennent moins de temps, voilà, ça passe par le chat, en 2 minutes c'est réglé, on n'en parle plus, et ça désengorge évidemment notre boîte mail, et comme Camille disait, ça permet en fait de se concentrer sur des demandes beaucoup plus importantes à ce niveau-là, et d'aller plus loin avec les clientes qui ont vraiment besoin d'un vrai suivi plus complexe, quoi. Oui, alors moi, quand je suis arrivée chez Isée, il y a un peu plus de 3 ans, c'était une toute autre équipe, et en fait, on avait pu faire un état des lieux parce qu'il y avait voilà, des ambitions sur le service client, et on s'était rendu compte qu'effectivement, chaque personne de l'équipe était très... il y avait eu un peu cette stratégie de responsabilité... Enfin, chaque personne de l'équipe avait un peu son petit domaine de prédilection, son petit domaine très spécifique, une plutôt sur les défectueux, je dis n'importe quoi, une sur le post-achat, une sur les conseils. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne solution. Aujourd'hui, je pense qu'il faut... c'était pas très efficace. Aujourd'hui, il faut avoir une équipe qui soit forte, qui soit formée sur tous les sujets, qui maîtrise tous les outils, qui soit vraiment... qui soit vraiment incluse dans tous les sujets service client, et pas chacune dans sa petite bulle et ses petits sujets. Donc ça, c'était une première chose où on a... Voilà, maintenant, aujourd'hui, toute l'équipe est hyper professionnelle et sont en capacité de gérer tous les sujets. Donc, comme je vous disais, vraiment, l'équipe, elle est hyper... Enfin, moi, à mes yeux, elle est hyper importante, et ça fait partie... Ouais, c'est une force, pour le coup. Deuxième chose, je pense aussi un truc qui est important, mais vous allez me dire c'est logique. Je pense aussi qu'il faut avoir de la vision sur la charge de travail qui peut arriver au service client, c'est-à-dire de mesurer les tickets qu'on va recevoir en fait dans le futur, d'avoir vraiment un vrai forecast. C'est vrai que ça peut être des fois, moi quand j'avais débuté l'exercice il y a quelques temps, je me disais c'est tellement subjectif, ça peut tellement changer, ça dépend tellement de plein de choses, de dysfonctionnement ou pas, d'une collection qui marche ou pas, de tout et n'importe quoi, qu'on se dit que c'est peut-être pas les vrais chiffres. Mais on se rend compte quand même qu'il y a des tendances qui se dessinent, et donc du coup, vraiment prévoir un forecast, c'est hyper important, je le vois aujourd'hui, et ça permet de vraiment avoir la bonne ressource au bon moment de son activité. Nous, chez Isée, on a des pics, enfin comme sur d'autres marques, j'imagine. Nous, vraiment, les points forts, enfin les pics d'activité, c'est l'été, parce qu'on a le maillot de bain. Et donc à partir de mai, c'est parti pour la grande saison jusque mi-août. Et puis depuis quelques années se dessine aussi un temps fort sur Noël, où on devient vraiment une vraie destination cadeau. Et donc de visualiser en fait son année en termes d'activité et en termes de ressources, je trouve que ça fait partie aussi des forces ensuite d'un service client, d'avoir les bonnes personnes. Donc ça, c'est vraiment la partie vraiment très humaine. Et ensuite, on l'a évoqué tout à l'heure, bien sûr, c'est d'avoir une organisation hyper précise dans Gorgias, c'est d'utiliser le plus possible toutes les optimisations qui vont nous faciliter la tâche. Voilà, on parlait du chat et des réponses automatiques. Récemment aussi, je pense à un petit truc, mais qui en fait est hyper bien, c'est d'avoir un peu... on entend, ouais. C'est d'avoir un peu les sentiments. On parle vachement de sentiments aujourd'hui de la part des clientes. Quels sentiments reflètent le ticket? Là, on est vraiment dans l'humain. Et maintenant, Gorgias permet aussi d'avoir ces intents. Il y a des règles qui sont mises en place où on peut avoir vraiment une photographie des tickets et de voir quel est est-ce qu'il y a eu des incompréhensions de la part de certains tickets. Voilà, je vois qu'il y a tant de tickets où il y a des colériques, des déçus, des contentes. Voilà. Et ça donne vraiment... C'est vraiment un petit indice qui permet de donner tout de suite une information rapide. Si on vous demande une information, nous, de la part de notre direction, sur certains sujets, on peut tout de suite, sans creuser et passer des heures, déjà avoir une première température. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et puis aussi, très récemment, on a mis en place les deux derniers projets qui nous aident aussi, je pense, beaucoup. C'est la mise en place du Help Center. Ça, je me suis beaucoup battue pour le mettre en place. Pourquoi? Parce que la FAQ, clairement, c'est un sujet client, je pense. Et du coup, on n'avait pas du tout cette autonomie-là de pouvoir
bah voilà, modifier un texte, une information, mettre en avant, bah oui, on se rendait compte qu'on était beaucoup questionné sur les retours. Bah voilà, du coup, c'est le mettre en avant, le retravailler et voir en fonction, et voilà, et voir si l'article marche. Et donc ça permet aussi à l'équipe d'avoir une vraie autonomie sur vraiment de maîtriser en fait les sujets service client et de les rendre cohérents et surtout de les analyser ensuite. Donc ça, c'est assez récent. Et encore plus récemment, bah voilà, l'IA, on en parle tous les jours. Et donc du coup, bah voilà, on se lance dans l'IA, en tout cas via Gorgias. Là, on le teste depuis une petite semaine seulement. Et voilà, bon, moi, je pense, moi, mon premier sentiment là-dessus, c'était que, en tout cas aussi, c'est par rapport à Isée aussi. Voilà, nous, on est très, vous l'avez peut-être compris, on est très dans l'humain, on est très dans soigner les échanges, on met du temps, on met du cœur là-dedans. Et c'est vrai que l'IA, on se dit tout de suite, bon, bah, c'est un robot, même si je sais qu'on peut le personnaliser et que ça va vachement évoluer là-dessus. Mais voilà, c'était un peu notre petite crainte. Et aujourd'hui, voilà, on le teste. Je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, et je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, j'imagine. Trouver le bon Je équilibre. pense qu'on peut enchaîner sur l'IA après. Oui, désolée, je parle peut-être Non, mais trop. je pense que c'est un gros sujet pour pas mal de personnes de façon générale, l'IA, et je pense que le service client, c'est une des industries les plus impactées maintenant par ce sujet-là aussi, donc on pourra enchaîner sur ça après, ouais. Ouais, voilà, donc bah, voilà, tout ça pour vous dire que nous, ça fait 10 jours qu'on s'est lancé, qu'on pilote l'IA, et que voilà, pour le coup, je pense qu'au début, on cible des sujets très précis, encore une fois, très, très FAQ, et après, on verra si on se lance dans des grands échanges, si l'IA est capable de le faire, en tout cas, aussi bien que nous. Oui, pardon. Oui, désolée, en fait, je vois pas trop dans Gorgias, puisque c'est assez récent comme fonctionnalité, enfin, ça a un an ou deux, c'est ça? Depuis septembre l'année dernière, on a eu des clients qui l'ont testé pendant quelques mois, mais c'est disponible pour tous nos clients depuis septembre l'année dernière. Ouais. Et comment ça se configure? Est-ce que tu peux dire, je voudrais que l'IA intervienne que sur tel type de ticket, quel type de sujet, ou est-ce que tel type de client, enfin, comment est-ce qu'on peut mettre en place, comment en tant que responsable de l'expérience client, comment est-ce qu'on peut décider de l'intervention d'IA, quoi? Ah oui, oui. Et ben, en fait, il y a eu tout un travail déjà en amont qui est long et qui est lourd, clairement, parce que il faut lui donner de la connaissance à l'IA, raconter un peu tout ce que fait nous en interne. Donc ça, c'est de l'écrit qui est un peu lourd, mais il faut prendre le temps. Et effectivement, tu enrichis de la connaissance, pardon, sur différentes thématiques. Et ensuite, en fait, tu peux activer ou pas des thématiques en fait. Donc tu es complètement libre de choisir si tu veux que tel ou tel sujet soit traité. Nous par exemple, on ne souhaite pas que les sujets sur les défectueux ou les remboursements soient traités parce que c'est des sujets un peu touchy, voilà, où je pense qu'il y a besoin que l'équipe qui intervienne. Mais c'est totalement modulable en fait et donc oui, c'est rassurant. Et ben, ce qu'on a choisi là pour le moment, c'est toutes les questions sur les retours, comment faire mon retour, des questions aussi de est-ce que je peux annuler ma commande ou pas. Il y a aussi, on l'a quand même activé sur une partie des défectueux seulement pour la première phase, c'est-à-dire de demander des photos du produit et ensuite ça passe la main à l'équipe bien sûr. Ouais, voilà, pour le moment c'est principalement ça. À voir ensuite, on teste un peu au compte-gouttes. Et je pense que c'est une très bonne question. Et je compare souvent ça au chatbot qu'on a connu voilà, il y a 10-15 ans, même maintenant. En théorie, un chatbot, c'est une super idée, ça permet de gérer plein de réponses. Mais en pratique, personnellement, dans 99% des cas, j'ai toujours juste voulu parler à un humain parce que le chatbot n'était pas bien mis en place. Je compare ça avec le AI Agent, en l'occurrence, c'est un peu le même sujet. Où en soi, ça peut être un super outil et les clients qui l'ont mis en place, qui l'utilisent bien, me disent qu'ils ne pourraient jamais repartir en arrière et ils ne savent pas comment ils faisaient avant. Mais il faut le faire en bonne et due forme. Il faut s'assurer que, par exemple, le AI Agent va uniquement répondre à tel type de demande sous certaines conditions. Et justement, dans Gorgias, tu peux dire toutes les demandes d'annulation, toutes les demandes de défectueux, les AI Agent ne les gèrent pas. Si c'est les demandes de où est ma commande, les AI Agent va les gérer que sous telle ou telle condition. Et tu vas donner des guidance pour tel type de questions. Les AI Agent doivent suivre tel ou tel process, demander telle ou telle information. Si c'est une question avant-vente, derrière, tu peux lui dire de faire une question de upsell ou proposer de connecter avec un conseiller. Enfin,
on peut vraiment façonner ça comme on veut, mais ça prend un petit peu de temps et il faut se poser les bonnes questions. Ça prend un petit peu de temps et surtout aussi, tu peux tester en fait, en l'occurrence dans Gorgias, tu peux aller dans la partie test et regarder si tel client me posait telle question, qu'est-ce que répondrait l'AI agent? Et en fonction de ça, te dire bon ok, je pense que là c'est plutôt pas mal, je peux le lancer, faire quelques tests sur certains tickets et en fait au fur et à mesure tu peux donner le feedback de là tu aurais dû répondre ça, tu aurais dû utiliser telle source d'information et au fur et à mesure graduellement le setup d'une façon où ça devient vraiment pertinent et les résultats sont incroyables parce que chaque ticket qui est géré par AI Agent, c'est un ticket qui n'a pas à être géré par l'équipe et donc du coup il y a vraiment le temps de conseiller les bonnes personnes, de gérer les questions et les demandes un peu plus conflictuelles ou problématiques et de prendre le temps de turn things around. Et donc le vrai impact, c'est voilà, les questions qui ont très peu de valeur. On fait en sorte que ça y répond que sous certaines conditions pour que derrière, si par exemple il y a besoin de parler à un humain, en fait l'équipe service client va être disponible beaucoup plus rapidement quand ça vient de l'AI agent parce qu'on va le prioriser. Voilà. Et donc c'est tout un travail. Mais on a les outils qu'il faut pour que ça réponde au moins de questions possibles pour être sûr que vraiment ça le fait de bonne et due forme, quoi. J'ai une dernière question, Chloé. Cette phase de setup, justement, tu estimes qu'elle dure combien de temps à peu près? Peut-être que tu peux répondre, après je te donne mon avis. Non, mais nous, on a eu toute une phase un peu… ouais, ça a mis 2 semaines. Nous, on s'est mis 15 jours du moment où on a eu l'entretien avec Maca pour un peu nous guider sur les différents paramétrages. Et puis après, nous, avec l'équipe, on s'était dit, voilà, ouais, on s'était donné 2 semaines pour écrire, etc. Et là, on est plutôt sur la phase un peu… il y a la partie preview qui est mise en place, c'est-à-dire que le message ne part pas tout de suite. Hein. Il y a une première lecture, il y a une lecture qui est faite par l'équipe avant de l'envoyer. Et il y a aussi toute une partie feedback. Donc je pense qu'on va mettre 1 mois un peu à consolider tout ça, à pouvoir se faire des premiers retours, des premiers feedbacks sur ce qui va ou pas, pour ensuite le lancer sereinement. Je pense qu'en soi, c'est comme si tu lances des ads ou de l'email marketing. En soi, ça prend quelques heures de lancer tes campagnes, etc., de mettre tes flows. Mais après, ce qui va prendre du temps, c'est de regarder comment sont les réponses et optimiser au fur et à mesure. Donc en soi, de setup un AI agent fonctionnel, si tu sais ce que tu veux, que tu as ton Help Center qui existe, ton Shopify qui est connecté, l'historique des commandes, tu peux aussi faire scraper des URL de ton site, les pages produits, etc. Et on a des modèles déjà de templates, de guidance, etc. En soi, je peux te setup AI Agent en 1 heure, il est fonctionnel. Mais ce qui va prendre le temps, c'est vraiment de regarder comment est-ce qu'il répond et de l'améliorer au fur et à mesure. Et je pense que c'est ça qui a peut-être pris plusieurs semaines de votre côté. Et donc après, c'est un travail sur le long terme pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Mais en soi, en 1 heure, si on sait ce qu'on fait, il peut être live, quoi. Donc c'est un petit peu comme email ads, ça prend du temps pour que ça fonctionne vraiment bien, quoi. Oui, bien sûr. En fait, le AI Agent, c'est un agent dans Gorgias. Donc, il est assigné à des tickets. Voilà, par exemple, sur l'exemple qu'on voit ici, c'est un ticket qui est assigné à l'AI Agent. On voit que le client a donné 5 étoiles sur 5 étoiles. Donc, ça va être assigné à l'agent. Et ça permet aussi de comparer la satisfaction de l'agent versus de l'équipe. Mais il y a quand même un mais, c'est que le AI Agent va répondre à des questions en général assez basiques. Donc, ça ne va pas être une conversation de 40 messages conflictuels où il y a des chances que même si on a fait tout ce qu'on voulait et qu'on a vraiment eu une expérience client au maximum de nos capacités, le client peut quand même être insatisfait de la finalité. Et donc du coup, ça va être assez simple pour le AI Agent d'avoir un très bon CSAT. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, on a beaucoup de clients où leur AI Agent a une meilleure satisfaction que la plupart de leurs agents. Mais c'est principalement par rapport au fait que le AI Agent va répondre à des questions assez simples et redondantes, mais surtout, il va répondre super rapidement. Et comme je disais, le critère principal pour une bonne expérience client, c'est le temps de réponse. En fait, l'AI Agent, ça permet exactement ça. Et sur les questions assez simples, assez basiques, où la réponse existe déjà, de répondre super rapidement, ça va naturellement augmenter la satisfaction client, mais aussi l'AI Agent va répondre à des questions plus basiques et plus simples, quoi. Et du coup, on a parlé un petit peu d'optimisation de service client, un petit peu d'IA.
concrètement, en termes de chiffres, en termes d'impact sur les ventes, pour des marques, ou en tout cas, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent oh, le service client, c'est un peu secondaire, on est focus sur l'acquisition, la conversion. Le service client, c'est un centre de coût. Est-ce que vous pensez que ça permet vraiment de générer plus de revenus? Est-ce qu'il y a un impact sur les ventes? Est-ce que vous considérez que votre équipe service client vont être un petit peu comme des vendeurs en magasin pour conseiller et faire des ventes? Enfin, concrètement, est-ce que ça permet de vendre plus et de générer plus de revenus? Oui, si tu veux, vas-y. Pardon. Sur cette partie-là, ce qui est clair, c'est que je pense que l'équipe service client, elle est considérée en fait comme elle peut être considérée comme une force de vente dans les boutiques. Enfin, nous, je sais qu'on est quand même très liés aussi avec notre réseau de boutiques. Par exemple, au sein de l'équipe, on est toutes formées aux collections. À chaque fois, il faut qu'on connaisse les produits, comment on les vend, quelle matière, quel prix. On a la même formation, peut-être moins poussée, mais en tout cas, on a la même formation qu'une équipe de vente en boutique. Et je pense qu'on se l'est toujours dit avec le retail, on a le même raisonnement, on fait presque le même métier en fait, sauf que nous, il y a cette interface en ligne, et que c'est un petit peu plus petit en termes de clients qui nous contactent, mais on a le même métier, je pense, c'est juste différent. Et après, très honnêtement, nous chez Isée, je pense la question des revenus dont tu parles, je sais qu'elle est visible sur Gorgias. C'est ça dont tu parles, hein, peut-être. Oui, ou aussi. de façon générale. Enfin, En fait, oui. dans Gorgias, on peut voir les conversations de service client qui ont résulté en vente, mais ce n'est pas pour autant que c'est grâce au service client que ça s'est résulté en vente. La personne a peut-être cliqué sur une campagne d'ad, peut-être qu'elle est venue en boutique, elle n'a pas trouvé sa taille, qu'elle a acheté en ligne, etc. Mais on a quand même un indicateur. Par exemple, si on a 4 agents dans l'équipe service client, on va pouvoir voir, telle personne, elle convertit 12% de ses conversations en vente, telle autre personne en convertit que 2%. Peut-être qu'il y a une personne qui en fait a plus la fibre commerciale, ou peut-être qu'ils répondent plus à des questions avant-vente, ou plutôt que de dire voilà, achetez ce produit-là, en fait ils envoient directement la fiche produit avec un code promo dans Gorgias. Il y a ces outils-là où on n'est pas là à dire c'est grâce au service client que les ventes sont faites, mais on permet quand même de traquer un petit peu l'impact que l'équipe service client peut avoir à ce niveau-là. Oui, ce qui est sûr, c'est que encore une fois, nous, l'équipe, ce sont de vraies ambassadrices Isée, tout comme les équipes en boutique. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, très honnêtement, nous, on n'a pas pris le temps de le mesurer et de regarder l'impact que ça peut avoir sur un chiffre d'affaires. Ce serait effectivement quelque chose d'intéressant parce que je pense que ça fait partie aussi de la valorisation justement du service client. On va peut-être en parler tout à l'heure sur si elle est au cœur ou pas d'une marque. Donc voilà. Ouais, en fait, moi, j'allais dire exactement la même chose parce que c'est ce qu'on disait à la pause, c'est qu'on a, nous, la chance d'avoir la direction qui est alignée avec cette vision où le service client est très important, mais ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, surtout en France, c'est le grand débat du jour. Mais c'est effectivement cet accès à cette stat qui, bien sûr, n'est pas forcément 100% lié au support client. On n'est pas là pour dire ça, mais vraiment, ça permet d'argumenter avec les autres services qui ont besoin quand même, on parle de prendre le temps, de l'humain, etc. Et bien sûr, on est là pour ça, mais on a quand même un devoir de productivité, il ne faut pas se le cacher. Donc trier les demandes, donner des datas chiffrées à la direction, ça va être toujours super important pour développer un business. Et je pense que cette stat, elle est effectivement très intéressante. On peut voir du coup le chiffre d'affaires généré après avoir contacté le support. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on se penche aussi en ce moment, surtout qu'on peut pousser ces ventes-là si on arrive à aller récupérer les contacts avant la vente. Ouais, moi en tout cas, un conseil que je donne à tous les clients Gorgias, c'est faites en sorte de prioriser les demandes avant-vente, les questions produits. Si vous avez le chat, faites en sorte que ce soit la priorité numéro 1, c'est répondre aux demandes avant-vente sur le chat, parce que c'est quelqu'un qui est déjà sur le site, qui est potentiellement déjà prêt à passer commande. Vous pourrez toujours répondre aux questions « Où est ma commande ?» dans un second temps, mais si vous êtes dans une optique de générer plus de revenus et prouver un petit peu la valeur du service client, ça va forcément passer par le chat et les questions avant-vente ou recommandations produits, ou les demandes de clients existants qui ont déjà passé plusieurs commandes, donc ils sont plus à même de repasser une grosse commande ou derrière de recommander le produit auprès de leur réseau ou s'inscrire à la newsletter ou au programme de loyalty, ce genre de choses où en fait c'est des conversations qui peuvent se transformer un peu plus en conversion derrière, quoi. Et je vois que le temps passe.
2 dernières questions. Pour vous, qu'est-ce qu'une expérience client exceptionnelle versus juste une bonne expérience client? Et au passage, est-ce que s'il y a une marque qui vous demande, voilà, qu'est-ce que vous me conseilleriez à mettre en place en service client, quels seraient vos 2-3 conseils de choses à faire ou à ne pas faire? Je pense que c'est aussi important de savoir les choses à ne pas faire peut-être. Ben oui, ouf, je bug sur la question. Chez EasyClose, ce qu'on pense, un bon service client, c'est certainement résoudre le problème de la cliente, c'est sûr. Un service client exceptionnel, c'est vraiment avoir ce petit truc en plus qui fait que elles sont plus que ravies à la fin, que ça soit une rapidité de réponse vraiment impressionnante, que ça soit une personnalisation vraiment poussée, ou encore une proactivité dans qu'est-ce qu'elle attend encore plus de moi, qu'est-ce que je peux aller plus loin. C'est vraiment, en fait, moi je pense ce qui fait la différence entre une bonne cliente et une ambassadrice de la marque, c'est d'aller plus loin que ce qu'elle elle demande de base. Ce qu'on conseille, nous, travailler en open space, vraiment ce qu'on conseille, c'est un peu ça, c'est d'échanger tout le temps avec le service client. C'est vraiment la force, je crois, de notre équipe, c'est le fait que comme elles sont en interne, comme on discute tout le temps, c'est vraiment un échange continu d'informations entre toutes. On se nourrit de toutes les informations qui passent. On peut vraiment améliorer plein de processus internes au départ du service client et d'une demande client. Ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, c'est tomber dans cette surautomatisation, cette déshumanisation du service client, se dire qu'il faut absolument aller au plus vite et finalement perdre l'humain qui est derrière. Ouais. Je pense que c'est vraiment les 2 conseils que je donnerais. Oui, moi je trouve que Florence le disait très bien, un service client réactif c'est le service minimum et vous c'est proactif, donc c'est un peu ça, c'est le petit truc en plus, qu'est-ce qu'on peut ajouter qui fait que ça va être au-delà de nos espérances en tant que client. On peut tous s'imaginer ça du côté client, on l'a tous vécu. Moi je suis venue en train ce matin, le contrôleur il me dit bonjour, votre billet s'il vous plaît, au revoir. Ça c'est pour moi le service minimum. Ils ne doivent pas forcément nous fidéliser parce que en France on n'a pas trop le choix avec la SNCF, mais le petit warm goodbye à la fin, bonne journée, bon voyage, à bientôt, parce qu'ils savent qu'on est peut-être amené à revoyager. Pour moi c'est tout bête, mais c'est un petit truc en plus. Il faut juste essayer d'imaginer quels sont vos petits trucs en plus que vous pouvez apporter. Et moi, je suis preneuse de vos idées aussi parce qu'on n'est pas là pour vous dire tous nos do's and don'ts, mais je pense qu'effectivement, pour moi, ça peut être dans un premier temps ces petites phrases de politesse avant et après l'échange qui font qu'on va avoir le sourire, quoi. Et pareil au téléphone, vu que moi je fais partie aussi de ces personnes qui adorent le téléphone. Je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un, je pense être un ovni. Mais c'est pareil au téléphone, en fait, ça va être les petites phrases de politesse, la bienveillance. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ça associe aussi au chatbot. Avez-vous d'autres questions ? Mais bien dit et bien avec le sourire, tout ça, pour moi, c'est ce qui va nous transformer en service un peu plus exceptionnel. Ouais, je suis d'accord et je pense aussi que une expérience exceptionnelle, c'est savoir montrer à la cliente en fait qu'elle est hyper importante à nos yeux. C'est la faire se sentir importante. C'est la surprendre en fait, je pense aussi. Effectivement, il y a le service de base, si je puis dire, et c'est la surprendre. Et comment on la surprend ? On la surprend en lui passant un coup de téléphone. Je pense qu'on ne s'attend pas à ce qu'une marque nous appelle parce que Madame Dupont est déçue d'un article. Et ben non, nous on est là, on regarde ça tous les jours avec l'équipe et on appelle nos clientes pour comprendre. On est désolé, qu'est-ce qui s'est passé ? On prend vraiment du temps à comprendre ce qui n'est pas, pourquoi elles sont déçues. Et en fait, le but, c'est que elles sont tout le temps hyper surprises que l'équipe leur téléphone. Ah bon, on m'appelle parce que j'ai laissé un commentaire. Et oui, on lit tout. Et les commentaires sont très précieux. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce côté surprise. Et puis oui, c'est vraiment être hyper proactif dans les échanges, tout de suite anticiper. Et je pense aussi qu'il y a un ton hyper important à avoir de bienveillance, de sincérité. En fait, c'est de leur faire comprendre aussi que derrière, il
il y a Amandine, il y a Milena, il y a Marie de l'équipe service client qui sont des femmes derrière leurs écrans et leurs téléphones et qui sont confrontées aussi à des dysfonctionnements dans l'entreprise. Et c'est arrivé à faire passer ces messages-là, c'est arrivé à embarquer aussi les clientes dans le quotidien aussi. Et je pense que ça permet de tisser le lien. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, il y a un peu ce truc de surprendre la cliente dans nos actions et dans notre relation avec elle. Et ensuite, je dirais en conseil, je pense qu'il y a deux choses là comme ça qui me viennent à l'esprit. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est d'avoir une équipe hyper solide, hyper forte et qui est complètement embarquée dans le projet du service client, qui n'est pas juste là qui n'est pas juste là à faire des tickets et qui a une vision, qui arrive à avoir une vision et qui arrive à aller au-delà de ses missions. Et aussi, un truc hyper important, c'est d'arriver à mettre le coup de projecteur sur l'équipe au sein de l'entreprise. Et nous, aujourd'hui, il y a tout un travail de fond qui est fait pour mettre en valeur le service client. Ce n'est pas juste pour le mettre en valeur, c'est parce qu'il y a des vrais enjeux. Et nous, on est sans cesse en échange avec les opérations, la prod pour du feedback produit, la marque pour essayer de donner des feedbacks sur des choses que les clientes auraient aimé, sur lesquelles on s'exprime, le retail bien sûr. Enfin, il y a vraiment un gros travail de fond qui est fait et qui s'améliore de jour en jour sur nos liens avec les autres pôles et de leur faire comprendre qu'il faut que le service client soit impliqué dans leurs décisions aussi et que ce ne soit pas la dernière équipe qui apprend qu'il y a une OP commerciale. Voilà, c'est pas du tout le sujet. Donc voilà, c'est ça, je pense, c'est un conseil aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je vais récupérer un petit micro. Du coup, je pense qu'en termes de temps, 12h15, c'est sûrement l'heure d'aller déjeuner. Ouais. Déjà, peut-être si vous avez un dernier mot, une question que j'ai oublié de poser ou quelque chose que vous voulez mentionner, n'hésitez pas. Mais est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ce qu'on a mentionné dans l'audience? Oui. Moi j'ai une question justement sur votre politique SAV. Est-ce que tout est écrit? Mettons puisqu'on le sait, dans un service client, il y a toujours des trucs improbables, un produit qui s'est cassé à un endroit. Bref, on sait, le champ des possibles est quand même vaste. Est-ce que vous avez tout écrit? Par exemple, une cliente a tel problème, on lui fait un remboursement, on lui fait un code promo, un truc comme ça. Ou est-ce que vous laissez de la place au cas par cas? Et quel degré d'autonomie vous gardez en fait? Alors, moi, côté With The New, j'aime beaucoup le côté cas par cas parce que effectivement, on est surpris tous les jours. et je pense que ça fait partie aussi de la gestion après, voilà, dans la mesure du possible. Mais oui, nous, on n'est pas très process, rédaction process, du moins, on les change tout le temps. Donc, en fait, on les fait évoluer avec les modes de consommation et les remarques des clients. Donc je pense que notamment pour les retours, c'est hyper important d'aller vérifier les raisons des retours, mais on parlait de sous-raisons, je ne sais plus quel était le terme exact tout à l'heure, mais ça m'a beaucoup parlé parce qu'il ne suffit pas de dire voilà, il est trop petit, c'est trop petit, pourquoi, qu'est-ce que c'était au niveau du confort, de la longueur, ça peut être plein de détails. Et tout ce qui est geste commercial aussi, j'aime pas trop les automatiser dans le sens, dans ce cas, c'est même plus un geste commercial en fait si tout le monde a la même chose. Donc pour moi, non, il faut quand même laisser une grande partie de cas par cas, en tout cas pour les situations conflictuelles comme les gestes commerciaux et les retours pour échange. Oui, moi je suis plutôt d'accord avec Romance. C'est vraiment, on n'a pas vraiment de processus écrit chez EasyClose, mais ça reste évidemment parfois, voilà, on sait qu'on propose tel type de pourcentage, etc. Après, maintenant, c'est vrai que ça arrive souvent de se dire, voilà, on fait plus, on fait mieux. Pour certains cas qui sont vraiment exceptionnels, on a quand même, je disais, chez EasyClose, on n'a pas de responsable service client, mais on a quand même une collègue qui est en charge un petit peu de notre service client qui s'appelle Florence et qui du coup elle peut prendre des décisions un peu plus poussées. Quand on est en open space, c'est super facile de dire Florence, on a eu ce tel cas, est-ce que là on peut aller un peu plus loin, est-ce qu'on peut le faire, voilà. Elles prennent des décisions d'équipe en fait tout le temps, c'est tout le temps réfléchi avec tout le monde et donc ça permet aussi de travailler le cas par cas comme on disait, puisque toutes les demandes sont traitées individuellement chez nous.
Alors nous, on a de l'écrit, on a créé un wiki sur Notion. Sur vraiment, on a pris le temps. Je pense qu'il fallait quand même qu'on mette un cadre parce qu'effectivement, il y a les sujets qui reviennent. Il y a tout le temps les mêmes, hein, en vrai, qui reviennent. Et donc, je pense que c'était important de pouvoir les encadrer et de voir un peu la trame, voilà, la direction qu'il faut prendre. Bien, alors voilà, le truc avec le service client, c'est qu'effectivement, il y a de l'écrit, mais en face de nous, il y a des humains et qui ont leur petit caractère, leur vision des choses. Et donc, du coup, parfois, l'écrit, on ne peut pas juste le suivre. Et donc, ça s'appelle la flexibilité. Et bien sûr, il faut le faire avec bonne intelligence. On ne va pas donner comme ça des avoirs à tout va, des cadeaux à tout va parce qu'une personne n'est pas contente. Mais voilà, on a un écrit, on a un cap qu'on doit suivre, sur lequel, qui a été validé par la direction et qui fait partie de la politique. Mais on a cette chance quand même d'être flexible et pas juste de... Voilà, l'idée, c'est pas de remballer les clientes et de dire c'est comme ça, merci, au revoir. Non, nous, et je pense que vous aussi, c'est quand même... on a quand même cette flexibilité-là de pouvoir faire du cas par cas, on en parlait, sur certaines typologies de clientes, certains comportements de clientes pour éviter le buzz. Voilà. Ouais, je pense que les trois réponses témoignent aussi du focus sur l'expérience client et sur l'humain. Au final, il y a beau avoir des process et bien entendu, s'il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe, c'est bien de savoir quoi faire dans telle situation. Mais au final, on est des humains et il y a des situations un petit peu spécifiques à certaines personnes. Donc, c'est bien de pouvoir s'adapter pour au final avoir la satisfaction qui fait que cette personne-là peut-être reviendra commander chez nous parce qu'on a pu être un peu flexible avec sa demande aussi, quoi. D'autres questions? Oui? Allez, on est parti. Hein. C'est une question aussi plus de management sur vos équipes de SAE, parce que vous êtes plusieurs à chaque fois. Quels sont un peu les KPIs que vous mettez en place à vos équipes en fait parce que c'est ça qui est compliqué, c'est faire du cas par cas, mais en même temps gérer un max de tickets, le plus vite possible, mais en même temps très personnalisé, c'est compliqué en fait, je trouve, de trouver les bons KPIs. Voilà. Si vous avez quelques tips. Ouais, nous, les KPIs qu'on regarde beaucoup au sein de l'équipe, c'est déjà le premier, c'est la satisfaction cliente. Comment ma cliente m'a noté à la fin de mon échange. Donc ça, clairement, il est regardé tout le temps. Par contre, nous, on le regarde de façon collective. Il n'y a pas de... Enfin, bien sûr que Gorgias peut complètement sortir individuellement le taux, et c'est toujours bien de regarder pour le côté pour suivre un peu si jamais il y a une alerte. Bon, a priori, ce n'est pas le cas. Mais nous, on le regarde de façon collective et donc toutes les semaines, tous les mois, on suit donc ce premier KPI. Le deuxième, nous, c'est le taux de... parce qu'on a le téléphone, mais c'est le taux de décroché, clairement. Ah oui, complètement, on le regarde. Là, on est à 80%, presque 80% de taux de décroché. Il a énormément augmenté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde pour mesurer si on arrive à répondre à tous nos appels. On regarde aussi, mais c'est d'autres indicateurs, on regarde le NPS. L'équipe le regarde tous les mois parce que c'est le post-achat et en fait, le service client est complètement légitime, je trouve, et de regarder les feedbacks des clientes. Et c'est aussi, nous, on fait ce travail de recontacter ce qu'on appelle les détracteurs. C'est pas très beau, mais les clientes déçues, et pour essayer de les rattraper et comprendre et faire du feedback aussi auprès des différents pôles. Voilà, ça c'est les principaux. Il y a le taux de contact aussi, mais ça c'est quelque chose de plus général. Et puis aussi, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est de regarder le nombre de messages par ticket. C'est-à-dire, c'est plutôt sur la performance comment... Voilà, s'il y a 7 messages au sein d'un ticket tout le temps, il y a peut-être un petit problème. Il faut voir la thématique, il faut voir... voilà. Mais voilà, nous, c'est ce qu'on regarde principalement. Après, voilà, je pense qu'il y a d'autres choses. J'avoue que nous, on ne regarde pas trop le temps. Ouais, on n'a pas ce truc. Mais oui, je sais que je me suis déjà posé la question. Mais en fait, on a vachement ce truc je pense que c'est aussi un peu la culture de l'entreprise. Prendre le temps, le truc un peu bien... Enfin, d'être hyper bienveillante et tout, et d'être moins sur la performance pure et dure de je réponds au ticket à fond. C'est vrai qu'on le regarde moins. Ouais. Et je pense aussi sur le temps, il y a deux parties en fait. Il y a le temps on répond en moins d'1 heure. Et il y a aussi, on répond en moins de 24 heures. Il ne faut pas qu'il y ait de ticket qui soit sans réponse plus de 24 heures.
Donc, il n'y a pas forcément besoin de se dire on répond le plus rapidement possible. Mais par contre, il ne devrait pas y avoir un seul ticket où on met plus de 48 heures à y répondre. Enfin, peu importe les chiffres de votre côté. Mais je pense que c'est plutôt ça le plus important à aller chercher parce que bon, oui, c'est bien beau de répondre le plus rapidement possible au plus de tickets possible, mais au final, c'est la satisfaction client qui prime. Et ça passe aussi par ne pas prendre trop longtemps à répondre aussi. Donc, c'est plutôt ce KPI-là que moi, j'irai aller regarder en priorité si vous n'avez pas forcément un intérêt à répondre plus rapidement possible, quoi. Juste sur le volume justement des requêtes traitées, vous en traitez combien de jours à peu près? Par jour, ça dépendra bien sûr des pics d'activité. Ouais, là, par exemple, c'est un petit peu plus creux, si j'ose dire. On est à peu près à une centaine de tickets par jour. Mais par contre, sur les gros pics d'activité, on peut être à presque 3000, 4000 tickets par mois. Par mois donc, et tous canaux confondus, que ce soit le téléphone, le chat, les mails, le formulaire de contact, et les réseaux sociaux aussi qui font énormément de tickets, notamment les MP. Donc 100 jours. Ouais. Ça vous paraît... Ça dépend du volume. Bah oui, ouais. Mais non, c'est pas tant que ça. Ouais, Easy Close sur pareil, dans les périodes un peu plus creuses, on est à 2500 tickets la semaine. On a regardé les chiffres sur les semaines. Et ouais, Black Friday, on a atteint 8000 tickets par semaine. Ouais, c'est du boulot. C'est une 5e personne qui se rajoute à l'équipe, voilà, qui est aussi en interne chez nous et qui répond plutôt aux messages sur les réseaux sociaux, mais toujours en moins de 24 heures, le maximum. Ouais. C'est pas pertinent. Moi, j'ai une question. Vous répondez à des questions aux réseaux sociaux, enfin sur Instagram. Est-ce que vous répondez parce que de la même façon que par mail ou n'importe quoi, la mail manager ou la responsable de l'image de marque a son mot à dire dans Ou sur la proximité à avoir peut-être, ou gérer différemment l'email, être plus proche. Ouais. Ouais, nous c'est complètement différent. C'est pas du tout le même ton qui est employé. C'est vraiment un peu plus familier, j'ai envie de dire. C'est un ton vraiment qui est employé comme ça. On a une personne qui est vraiment dédiée chez nous aux réseaux sociaux, aux commentaires, aux messages privés, etc. C'est vraiment elle qui est en charge des réseaux sociaux. Évidemment, si voilà, elle est un peu surchargée, on peut aider, mais oui, c'est un ton un peu plus familier. C'est moins technique, en tout cas, les réponses qui passent par Instagram et Facebook. Nous, les MP et les commentaires, ils sont complètement gérés par le service client. C'est l'équipe qui y répond. Et je dirais qu'il n'y a pas de grosse différence entre un MP et un mail. Le ton est toujours... On a le même ton, on a la même façon d'écrire. Bien sûr, par MP, on va peut-être être plus rapide, parce que c'est le canal qui est comme ça et que c'est très instantané aussi. Mais on a plutôt, je trouve, la même façon d'échanger. Il n'y a pas de validation par rapport à certains sujets un peu touchy, n'importe quoi sur la provenance, la qualité, sur l'augmentation des prix. Ah si, de toute façon, c'est un travail main dans la main. Clairement, quand il y a des commentaires qui viennent nous titiller sur, je sais pas, sur la matière, je dis n'importe quoi. Oui, là, avant, en tout cas, en amont, il y a toujours une petite discussion avec la marque qui donne quelques clés sur vraiment l'argumentaire qu'on doit apporter, parce que c'est un commentaire à la vue de tous. Mais voilà, on a les clés et on rédige ensuite le commentaire. Mais oui, sur des sujets très particuliers, on est avec l'équipe. Ouais. J'ai une dernière question, je suis désolée. Justement, tous ces feedbacks que vous avez des produits ou du site de manière générale, est-ce que vous avez processé quelque chose pour faire remonter toutes ces infos à l'équipe produit pour que ces matières ne reviennent plus ou que cet onglet sur le site soit modifié? Enfin, est-ce que vous avez des process ou comment est-ce que vous communiquez avec les équipes? Dans l'open space. Ouais, c'est ça. Open space, c'est direct et je t'appelle et puis on met en place le truc dans la semaine. Mais oui, franchement, l'open space, c'est vraiment effectivement ce qui nous permet de communiquer ultra rapidement, d'être ultra réactif aussi. Comme Florence le disait, notre entrepôt est situé juste à côté. Il suffit de traverser la porte et hop, on passe le commentaire qu'on a eu, on regarde, on se demande si on va reprendre le produit, si on va le réassortir, peut-être que si on le retire du site, si c'est vraiment trop problématique. Oui, c'est vraiment un échange continu en fait. Et du coup, vous avez des tableaux Excel pour organiser
Non, c'est... on est vraiment... Nous, c'est différent. Nous, ouais, clairement, nous, il y a un suivi de fou sur les produits. Le service, enfin, voilà, notamment ces services clients qui, des fois, peuvent avoir. Nous, on a tout un tableau qu'on appelle de défectueux, qu'on renseigne. Donc, il y a un suivi hyper précis là-dessus, qui est très optimisé de jour en jour. On regarde, bien sûr, je vous disais, les retours post-achat. Nous, on a des clients qui s'expriment énormément. Et donc, on a énormément d'informations hyper précieuses qu'il faut absolument regarder. On ne peut pas se permettre de même pas jeter un œil. Et en fait, très régulièrement, on a des tables rondes feedback avec la production en direct, où on a tout un travail en amont de quelle catégorie de produits a plu, moins plu, tel produit a été un vrai défectueux, on a dû le retirer. Et donc, et on a vraiment ces contacts, ces rendez-vous chaque année avec la prod. Et on est aussi en contact via Slack sur un groupe de feedback produit sur plus des petites choses de finalement, on se rend compte qu'il taille petit, vraiment les petites actions rapides qu'on peut changer sur une fiche produit. Mais par contre, quand c'est des feedbacks un peu plus lourds sur des quantités de produits, etc., là, on suit ça tout au long de la saison et c'est lors du feedback. L'équipe e-commerce, c'est la même chose pour améliorer le site, par exemple, du détail, tu vois, toutes ces données. Ouais, c'est pareil. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est hyper important en fait que le service client il soit vraiment en synergie avec d'autres pôles pour faire ces remontées-là. Et c'est vrai qu'au début, il faut un petit peu se battre pour se montrer. Non, mais c'est vrai. Enfin, je parle d'expérience en tout cas. Se montrer et dire si, enfin, il y a un vrai intérêt à ce qu'on remonte. Et c'est pour ça que le service client il doit vachement quantifier, montrer, qu'il y a vraiment un feedback pour que ce soit pris en compte, ce qui est normal. D'ailleurs, on ne va pas comme ça juste parce qu'on l'a dit changer les choses. Mais voilà, oui, on est hyper en contact avec à la fois le e-commerce et puis la prod sur vraiment purement produit, quoi. J'entends des ventres qui gargouillent dans l'audience, donc je pense qu'on est bon. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre temps, pour toutes les informations, en espérant que ça vous a été utile. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions ou s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent autour de l'expérience client et le service client. Et puis, merci.